faciliter la compréhension ainsi que le code pour le rendre maintenable et reproductible. Donc, ça, c'est le premier jour de la formation. S'agissant du deuxième jour de notre formation, nous allons parler, s'il vous plaît, vous pouvez arrêter votre caméra. Votre caméra, s'il vous plaît. OK. Je disais tantôt que s'agissant du deuxième jour de la formation, on va parler de qu'est-ce qui fait vraiment l'utilité de R. Pourquoi apprécie-t-on R? Donc, nous allons voir ensemble comment créer des vecteurs, des fonctions, des dictionnaires. Et par la suite, nous allons étendre notre étude en parlant maintenant de ce qui concerne les packages, les fonctions. Et ce sera tout pour le deuxième jour. Donc, nous allons beaucoup insister sur les packages et les fonctions parce que c'est ça qui fait vraiment la force de R. Parce qu'il y a énormément de packages qui ont déjà été créés. Et ces packages-là facilitent l'utilisation vraiment du logiciel. Donc, pour s'agissant du troisième jour, nous allons parler de la manipulation des données. Dans le deuxième jour, on va importer notre jeu de données. On va parler des packages que nous allons utiliser durant cette formation. On va essayer d'utiliser cela sur des jeux de données qu'on pourra, par exemple, créer et faire des petites simulations au fur et à mesure. Maintenant, s'agissant du troisième jour, nous allons mettre sur pied un projet pratique, pas à pas et détaillé en suivant vraiment des étapes qu'un bon data analyst ou bien un bon data scientist doit mettre sur pied pour pouvoir élaborer un plan d'action. Donc, nous allons importer notre jeu de données, le traiter, le transformer, comprendre d'abord la problématique métier parce que ça ne sert à rien qu'on nous donne un jeu de données, on se met juste à analyser. Il faut comprendre le problème qu'on cherche à résoudre. Et après cela, on va rentrer maintenant dans la phase de manipulation. Donc, on prend notre jeu de données en utilisant des packages, comme je l'ai dit. Donc, tous les jours de notre formation sont vraiment des jours capitaux. Donc, il faut vraiment insister sur cela. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au sorti de cette formation, celui qui aura vraiment pris son temps pour pouvoir apprendre sortira d'ici en maîtrisant au moins 80 à 90% de ce qu'un data analyst utilise, de ce qu'un data analyst peut faire avec le logiciel R. Et par la suite, s'agissant du quatrième jour, on va un peu élever le niveau. On va entrer maintenant en profondeur dans les tests statistiques. Là, on va parler de l'analyse descriptive, c'est-à-dire l'analyse univariée et l'analyse bivariée. Là, on va parler de cela. Comment est-ce qu'on peut faire une analyse d'une variable qualitative, d'une variable quantitative, de deux variables, que ce soit quali-quanti ou bien quanti-quanti. Donc, on va parler de cela le quatrième jour. Et le cinquième jour, nous allons entrer en profondeur en ce qui concerne les graphiques. Vu que les graphiques, c'est vraiment quelque chose d'intéressant lorsqu'on les réalise avec le logiciel R. Donc, le cinquième jour, nous allons insister sur les graphiques. Nous allons maîtriser comment réaliser des graphiques de façon professionnelle avec le logiciel R. Et par la suite, nous allons montrer comment le rendre un peu plus dynamique, comment le mettre directement dans notre document. Et par la suite, nous allons, le sixième jour, parler de l'analyse exploratoire des données. Donc, qui dit analyse exploratoire des données, fait référence à l'utilisation des tests statistiques dans les méthodes statistiques. Ces méthodes-là sont accompagnées de ces hypothèses. Donc, on va utiliser des méthodes et à côté de ces méthodes, il y a des hypothèses que nous allons vérifier. Le septième jour, nous allons parler de l'ACP. Pourquoi l'ACP? Parce que nous avons constaté que l'ACP est vraiment l'une des techniques les plus utilisées lorsque nous avons déjà fini de faire une panoplie d'analyse. Qu'est-ce qui montre que
ces analyses que nous avons fait ressortent par exemple des similarités ou bien des différences. Donc, raison pour laquelle nous allons faire une ACP pour montrer les groupes qui se ressemblent des groupes qui diffèrent le 7e jour. Et cela se fera sous forme de projet. Je dis bien projet. Donc, ça veut dire que celui qui rate la session de formation d'aujourd'hui, il aura raté beaucoup de choses, puisque nous allons créer notre premier projet aujourd'hui. Et maintenant, à partir de ce projet-là, nous allons continuer à travailler jusqu'au 7e jour. Est-ce que vous avez des questions? Oui, bonsoir à tout le monde. Merci de nous avoir bénéficié de cette opportunité de formation. J'ai une question. Allô? Monsieur? Oui, bonsoir. Oui, monsieur, on vous écoute, vous pouvez parler. Alors, bonsoir. Je peux prendre la parole. Et peut-être que sa connexion déconne. Je voulais juste savoir, est-ce que c'est normal qu'on n'arrive pas à voir une présentation ou bien c'est pas prévu? Merci. Je n'ai pas bien compris. Je voudrais juste savoir, est-ce que c'est normal qu'on n'arrive pas à voir une présentation? Je veux dire un PowerPoint ou une présentation. Ou bien on va aller directement sur l'application. Non, on va présenter. Là, c'était juste pour faire un bref aperçu de notre programme de formation durant ces 7 jours. Ok, c'est bien reçu. Maintenant, je ne sais pas, est-ce que la séance est enregistrée aussi? Est-ce quel est l'intervalle de temps? Bon, elle est enregistrée. Bon, je constate que d'autres personnes n'ont pas de questions. Bon, s'agissant du deuxième document que nous avons envoyé dans le groupe, il s'agit de la méthodologie de formation que Samid a mis sur pied pour pouvoir accompagner des personnes qui travaillent beaucoup plus dans l'analyse de données, qui veulent comprendre vraiment les données. Parce que qui dit comprendre les données veut dire comprendre vraiment ce qu'on est en train de faire. Lors de ma formation, par exemple, s'il vous plaît, monsieur. Oui. S'il vous plaît. On vous écoute, monsieur. Bon, on peut continuer. Bon, je disais que la méthodologie que Samit a mis sur pied était une méthode de 85-15, c'est-à-dire 85% de pratique et 15% de théorie. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que durant cette séance-ci-là, on va prendre notre document et on va se baser beaucoup plus sur la pratique. Sans toutefois tarder, rentrons dans le vif du sujet. Vous voyez mon écran? Ah, oh, pas encore. S'il vous plaît, monsieur, je voudrais savoir. Oui, votre écran est visible. C'est beaucoup. Oui, je voudrais savoir, je vous en prie. C'est plus une question de curiosité. Est-ce qu'on a un avantage particulier à tenir cette réunion dans Telegram? Je vous en prie. Je veux juste bien comprendre. Particulier à tenir vraiment cette réunion sur Telegram parce que dans le groupe, on était plus de 600 personnes.
Et les gens, le nombre de personnes qui se sont enregistrées était aux environs de 300 personnes. Et avec ce chiffre-là, on ne pouvait pas faire une réunion, que ce soit avec Zoom ou bien avec Meet, parce que Zoom nous permet de faire une réunion uniquement avec 100 personnes, de même que Meet. Vous voyez la raison pour laquelle nous avons vraiment privilégié Telegram pour pouvoir faire cette réunion. Ok, merci bien. C'est vrai que dans Meet, ça nous donnerait un peu plus de marge de manœuvre pour ce qui est de la visibilité. Parce que ce qui est sûr, c'est que même si on se retrouve à 100, il serait difficile que 100 personnes se connectent. Mais bon, j'ai compris. Merci déjà pour la première explication. Merci. D'accord, monsieur, je vous en prie. Bon. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit l'écran. Vous voyez ma présentation? Oui, la présentation future. D'accord. Je suppose que vous avez à tous téléchargé R&R Studio. Allô? Vous m'écoutez? Vous l'avez téléchargé. Ok, pour ceux qui ne l'ont pas fait, c'est pas grave. Je vais vous montrer comment le faire. Donc, pour télécharger R ou bien R Studio, on se rend juste sur Google. Bon, ça dépend du navigateur que vous utilisez. Pour télécharger R, donc on se sert du site Cran, qui est vraiment un site fiable sur lequel on déploie beaucoup plus les nouvelles versions de R. C'est vraiment ici que nous allons trouver les différentes versions de notre logiciel qui est R. Donc, pour le télécharger, on vient juste au niveau de la barre de recherche et on tape Cran R. OK. Quand on a tapé cela, on voit bien le premier site. On lit ce qui est en haut de Comprehensive R Archive Network. Donc, ça, c'est le site officiel pour télécharger l'application R sans problème. Donc, on clique là. Quand on a cliqué, on voit là Download R for Linux pour ceux qui ont Linux, Download R for Mac pour ceux qui ont Mac, Download R for Windows pour ceux qui ont Windows, et on clique sur Windows. Quand on clique sur Windows, on voit là à côté, c'est écrit quoi? Base. À côté de base, on voit quoi? Binary for Base Distribution. This is what you want to install. Vous cliquez juste sur Install R for the first time. Bon, R a déjà été installé dans ma machine. Donc, c'est pour cette raison-là que je ne vais pas cliquer à ce niveau. Bon, ça, c'est tout ce qu'il faut. Vous cliquez là, vous téléchargez et vous suivez juste les méthodes par défaut que R propose pour pouvoir l'installer. S'agissant du deuxième logiciel que nous allons installer, il s'agit de R Studio, qui est vraiment l'environnement de développement intégré que R utilise pour pouvoir faciliter le code, parce que R Studio a vraiment été pensé et cela facilite vraiment la saisie du code dans R, vu qu'avec l'IDE natif de R, qui est R10, c'était vraiment difficile de saisir du code dans R. Donc, raison pour laquelle les gens qui ont travaillé sur POSIT ont développé ce qu'on appelle R Studio aujourd'hui. Donc, pour télécharger R Studio, on part sur le site de POSIT. Donc, on écrit POSIT. S'il vous plaît, arrêtez votre micro. Bon, une fois sur POSIT, on voit ce site, le premier site. On voit bien ce qui est écrit. Votre micro, s'il vous plaît. On voit bien ce qui est écrit ici. Et on clique là.
Une fois qu'on a cliqué, on descend. Bon, une fois ici, on descend tout simplement et on voit là Download RStudio Desktop pour Windows, pour ceux qui ont Windows. Pour ceux qui ont Mac, ça va s'afficher automatiquement. Donc, on télécharge tout simplement et on suit les paramètres par défaut et c'est tout. Donc, je pense que l'installation des deux applications, c'est bon chez tout le monde. Actuellement, on va passer à l'ouverture de l'application, vu que c'est à l'intérieur que nous allons travailler. Donc, pour voir RStudio, on vient juste ici au niveau de la barre de recherche qui est juste à côté de Windows. On saisit RStudio. Et on ouvre l'application. C'est bon chez tout le monde? Pas encore. S'il vous plaît, j'avais une question concernant le Positron qu'on a téléchargé. On allait coder sur ça ou il faut juste ouvrir notre RStudio en attendant? Bon, moi, je n'ai pas parlé de Positron. Positron, c'est aussi une autre IDE qui est utilisée, mais pas pour cette formation. J'ai parlé de RStudio. Je n'ai pas parlé de Positron. Comme je vous avais vu ouvrir Positron. Non, j'ai parlé de RStudio. Super, ça c'est installé. Pardon, monsieur? Non, je dis que c'est bon pour moi, quoi. Ah, ok. Pas encore chez moi. Ok, dépêchez-vous alors pour qu'on puisse avancer. Est-ce qu'il est possible d'avoir votre interface pour qu'on sache exactement à quoi s'attendre lorsqu'on l'aura ouvert? Je pense qu'on va continuer. C'est bon chez tout le monde? Dis, je peux avoir votre interface pour voir ce à quoi on doit s'attendre. Non, je ne pense pas qu'on peut avancer vraiment. Une minute, s'il vous plaît. En fait, parfois, on peut avoir votre interface en image pour avoir ce qu'on peut avoir. Bon, ce serait un peu différent chez vous.
Oui, c'est différent comme vous dites. C'est bon chez tout le monde. Oui, déjà, c'est bon chez moi, je pense. OK. Chez moi, pas encore. Hein. C'est en Bon, train de se Modérateur, j'avais une suggestion, si vous permettez. oui. Vous me suivez? Non, rien. Bon. Une fois RStudio téléchargé, nous allons rentrer dans notre présentation. J'espère que vous voyez mon écran. Oui. Votre écran, il est visible. Vous voyez mon écran? Affirmatif, il est visible. Pardon, monsieur? Oui, On votre voit votre écran est écran. visible. D'accord. On va avancer. C'est visible, l'écran est visible maintenant. D'accord. On va avancer. Donc, le titre de la formation d'aujourd'hui, c'est De la Fondation au futur, une visite guidée de Quarto. La nouvelle génération de publications scientifiques et techniques. Là, on a quoi? Un PDF, un Word, un PowerPoint et beaucoup d'autres choses. Bon, on va d'abord s'attarder sur notre écosystème RStudio. Donc, on va s'attarder sur l'écosystème de RStudio. Donc, nous avons dit au départ que quoi? R était un environnement logiciel libre pour les statistiques et l'analyse de données. Donc, ne soyez pas surpris que quelqu'un vous dise que R est en même temps un logiciel. Muriel, tu ne peux pas étudier. R est en même temps un logiciel. Donc, ce qui fait vraiment l'avantage d'utiliser R, c'est parce qu'il est gratuit et open source. Madame, est-ce que la privée éteindre votre micro, s'il vous plaît? Bon, je disais tantôt que l'avantage d'utiliser R, c'est parce que R est gratuit et open source. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que R est ouvert à tout le monde. Donc, comme je suis en train de vous former aujourd'hui, il peut arriver que demain, vous soyez des professionnels de la data, par exemple, ou bien des professionnels du développement. Vous décidez, par exemple, de mettre quelque chose dans la communauté R. C'est ça qui veut dire vraiment être open source. C'est-à-dire quoi? Vous développez quelque chose et vous mettez cela là-bas pour que d'autres personnes puissent également l'utiliser. Donc, la force de R réside énormément dans des packages. Demain, nous allons vraiment entrer en profondeur en ce qui concerne des packages. Nous allons entrer à l'intérieur parce que c'est vraiment ça qui fait la force de R. Et sur le site du crâne, dont je vous ai présenté au début pour pouvoir télécharger R, on recense environ 19 000 packages qui sont déjà utilisés et prêts à l'emploi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on cherche par exemple un package qui va permettre de faire l'analyse des séquences biologiques, il y a déjà quelque chose qu'un chercheur a eu à développer pour mettre sur pied, c'est-à-dire en regroupant quoi? Beaucoup de choses et compiler ça en un seul package qui va permettre de répondre à plusieurs problématiques métiers. Donc, ça, c'est vraiment ce qui fait la force de R. Et R est aussi reconnu pour son excellente capacité de visualisation, toujours grâce au package. R a également une forte communauté. Bon, nous allons passer maintenant à RStudio, qui est vraiment l'environnement de développement intégré de R. Bon, quand on parle d'environnement de développement intégré, ça renvoie à quoi? Donc, ça renvoie juste à une interface dont on a développé pour pouvoir exécuter uniquement
du code R. C'est ça vraiment ce qui veut dire un IDE. Donc, un IDE est fait pour exécuter le code d'une application. Donc, les composants principaux sont la console qui permet une exécution interactive, un éditeur qui permet l'écriture des scripts, un environnement pour la visualisation des objets, le visualiseur qui permet d'afficher des graphiques. OK. Sans toutefois tarder, nous allons rentrer dans RStudio pour pouvoir mettre cela en pratique. Donc, une fois dans RStudio, on voit là Source of Save. Et à côté, on voit console, terminal, background, fill, plot, package, hub, viewer and presentation. Ça, c'est ce qui se présente chez moi. Bon, chez vous, c'est pas pareil. Chez vous, il y a Source of Save. Bon, chez vous, c'est pas pareil. On va arranger cela. Bon, vous voyez, là où j'ai cliqué là, hein, juste à côté de Add-on. Vous voyez mon écran, non? Oui, votre écran est Oui, monsieur, on voit l'écran. D'accord. Je tiens à rappeler que la formation doit être interactive. Interactive. Donc, ça veut dire qu'on doit participer tous ensemble. Bon. Vous avez vu là où j'ai cliqué? À ce niveau-ci. Voilà. Monsieur, Vous cliquez là au niveau de la petite flèche. On descend là à Pane Layout. On clique là au niveau de Pane Layout. Quand on clique au niveau de Pane Layout, vous voyez ce qui est écrit? Oui, on voit. Quand vous arrivez au niveau de Pane Layout, vous voyez ce qui est écrit? Oui, monsieur. Dans les normes, dans les normes, l'environnement se présente en 3 fenêtres chez vous. Or, chez moi, ça se présente en 4 fenêtres. Donc, une fois dans Pane Layout, ça se présente en 4 blocs. Donc, chez moi, j'ai source, j'ai console, j'ai environnement ou history, j'ai fill, plot and package. Donc, pour pouvoir modifier cela, ce qu'on va faire, c'est que au niveau de cette petite flèche-là, par exemple, dans le premier carré, on clique là et on met ce que nous, on veut que ce soit ici. Bon, moi, j'aime beaucoup plus laisser source là-bas parce que j'aime quand j'exécute directement et je vois le résultat en bas. Donc, vous cliquez là, vous laissez source. Ça dépend de vous. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. À côté, au niveau de console, vous cliquez, vous mettez console. En bas, vous cliquez, vous mettez environnement, history, connection, build et console. Et à côté, vous mettez quoi? Fill, plot, package, hub and viewer. C'est bon chez tout le monde? Non, monsieur, c'est pas. J'ai pas identifié la première flèche qu'on a cliquée. C'est là. Parce que pour moi, après, il n'y a pas de flèche. Modérateur, je ne suis pas à la ligne. Si vous plaît, je ne suis pas à la ligne. Bon, ça doit être revenez sur je ne sais pas où est-ce qu'on a eu à cliquer premièrement. dans RStudio, où on doit cliquer. S'il vous plaît. Je ne sais pas si vous pouvez recommencer au début. Merci. D'accord. Bon, ce qu'on a fait, c'est que une fois, nous sommes dans RStudio à ce niveau. Vous êtes avec moi? Hein? Oui. S'il vous plaît, reprenez un peu plus vite pour qu'on puisse avancer. Bon, vous voyez mon curseur, non? On voit. Je le vois, je le vois. D'accord. Vous cliquez, vous avez vu la flèche juste à côté des 4 carrés ici.
Vous voyez la flèche? Oui, monsieur, c'est bon. Pardon, je viens de me connecter. Je ne sais pas comment on ouvre un studio. Vous voyez la flèche? Le mien n'affiche même pas ainsi. Studio, il n'affiche même pas ainsi. Donc, je sais pas. Nous n'avons pas la deuxième ligne. On a la ligne avec File Edit Code. Ensuite, on a la troisième ligne chez vous. Où on a source. Oui, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai dit que ce que j'ai est différent du vôtre parce que je travaille d'habitude sur R Studio. C'est pour cette raison que j'ai dit que on va procéder comme si vous venez de télécharger l'application. Je vais vous montrer comment on paramètre pour arriver à mon niveau. Okay, vous voyez mon curseur, non? Oui. Vous cliquez là. Bon, pour celui qui ne, voit pas. Justement, c'est ce que je suis en train de dire. Le mien n'affiche pas ainsi. Ça affiche juste ce qui est en haut là. File, Edit, Code, View. D'accord, c'est pas grave. C'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que pour que cela soit vraiment universel chez tout le monde, on va cliquer au niveau de Tools. Vous voyez Tools? Oui, on voit bien. Ok, vous cliquez sur Tools. Vous avez cliqué sur Tools. C'est fait. Yes. C'est fait. Ok, vous partez en bas là au niveau de Global Option. Oui. Vous cliquez sur Global Option. Exact. D'accord. C'est bon. Une fois sur Global Option, vous appuyez sur Pen Layout. Quand on appuie sur Pen Layout, on clique sur Toll. Après avoir appuyé sur Toll, on ne voit plus. Donc les options ne sont plus visibles. Oui. Pen Layout. vous pouvez aussi laisser les messages dans le chat. Hein. Je recommence encore. Je viens ici au niveau de Tools. Je clique là. Je descends au niveau de Global Option. La dernière option qui est ici, la Global Option. Je clique là. Quand je clique sur Global Option, ça me renvoie sur cette page-ci. Sur la page-ci. Vous voyez mon curseur, non? Je clique là au niveau de Pen Layout. Quand je clique là au niveau de Pen Layout. Monsieur. Oui? Monsieur, quand on entre sur Toll, après avoir entré sur Toll, les options ne sont pas visibles. C'est pas visible. Non, c'est visible. Quand on clique sur Global Option, ça réfugie plutôt parce que c'est pas visible. Je vois ici, moi, c'est visible. Ça met comment? En haut, sur Install Package, c'est bien en noir. Ça veut dire qu'on peut bien cliquer entrer. Sur Global Option, maintenant, c'est pas en noir. On ne peut pas accéder. J'ai dit que vous cliquez tout simplement sur Global Option. Sur Global Option, quand vous allez cliquer, ça peut être un problème de connexion Internet. Vous cliquez juste sur Global Option. Une fois que vous avez cliqué sur Global Option, ceci là va s'afficher. Patientez juste que ça charge. Donc, quand ça s'affiche, on vient là au niveau de Pen Layout. Quand on est au niveau de Pen Layout, là, ça nous affiche quoi? Ça nous affiche une fenêtre avec quatre blocs. Dans le premier bloc, chez moi, j'ai mis ça comme source. Donc, on vient juste là au niveau de la flèche. On choisit source. Ici, on vient là au niveau de la flèche. On choisit, bon, j'ai laissé console. On vient là au niveau de la flèche. On choisit quoi? Environnement pour le bas. Et on vient ici au niveau de la console. On choisit quoi? Fill, plot and package. C'est bon chez tout le monde? Bon, je pense qu'on va avancer. Oui, bon, une fois cela terminé, on appuie sur Apply. Et on appuie sur OK. Oui.
OK. Quand on fait cela, ça s'affiche comme ceci chez tout le monde, non? Exact. D'accord. Quand ça s'affiche comme ceci, là, on va encore paramétrer davantage. Moi, par exemple, qui travaille beaucoup plus sur RStudio, donc je passe des heures derrière la machine. Je ne peux pas me permettre de travailler avec ce fond blanc-ci là. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut changer de fond et l'adapter maintenant à notre besoin. Donc, pour faire cela, on rentre toujours au niveau de Tools. On clique là, Global Option. Une fois dans Global Option, on voit là Appearance. On clique là au niveau de Appearance. Une fois dans Appearance, vous voyez ici en bas, il y a quoi? Editor Theme. Ici, on voit bien Editor Theme. Au niveau de Editor Theme, nous allons cliquer sur chaque thème pour voir ce qui nous arrange le mieux et l'utiliser. Bon, on va commencer. On clique là. Voilà comment ça se présente. Ceci se présente comme ceci. Ceci se présente comme ceci. Bon, voilà les différents. Donc, on clique un peu de partout. Bon, chacun choisit sa part. Bon, il y en a toute une panoplie. Donc, chacun choisit vraiment ce qui lui convient le mieux. Et bon, chacun choisit vraiment ce qui lui convient le mieux. Bon, moi, j'ai choisi par exemple Cobalt. J'ai choisi par exemple Cobalt. Bon. Quand c'est fait. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Monsieur, on ne vous suit pas. J'ai un peu perdu la main. Allô? Bon, s'il vous plaît, il faudrait un peu vous dépêcher. Bientôt, le temps nous tient à la gauche. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, oui, puisque vous avez il y a un souci de avoir connexion, okay, ce qu'on va faire, c'est que vous devez prendre un petit cahier. Dès qu'on a fini de choisir Source, Console, vous allez demander qu'on clique sur OK. Ou bien. Oui, prof, vous disiez quand c'est fait, qu'est-ce qu'on fait? J'ai des problèmes avec la connexion. Mais je me suis perdu, puis ça allait un peu plus vite. Vous avez demandé qu'on appuie sur OK. Moi, j'ai appuyé sur OK, mais ça ne m'a pas envoyé sur la même interface. S'il vous plaît. Est-ce que vous êtes? S'il vous plaît, veuillez éteindre tous vos micros. Il n'a pas peut-être appuyé Apply avant d'appuyer OK. De convenance, ce que vous allez faire, c'est chercher un bloc-notes. Vous allez noter chaque étape. Dans chaque fois que M. Inga va parler, vous allez noter les étapes parce que la connexion peut vous faire défaut et vous n'arrivez pas à suivre le pas. Or, la formation a un temps imparti. Donc, idéalement, notez les étapes. Puisque vous visualisez déjà, vous notez les étapes. La formation est enregistrée. Dans la fin, vous aurez l'enregistrement. Donc, vous pourrez après, quand votre connexion sera un peu plus stable, réessayer. Et maintenant, si ça ne donne pas, là, vous reviendrez dans le groupe, faire chaque remarque qu'à tel niveau, ça n'a pas affiché comme vous aviez dit que ça devait afficher. À tel niveau, ça n'a pas affiché, ainsi de suite. Et on pourra mieux vous aider. Maintenant, si on veut aller au cas par cas, dans cette formation-ci actuellement, on ne pourra pas finir le programme dans le temps imparti, s'il vous plaît. Donc, veuillez prendre des blocs-notes pour noter chaque étape. Merci. Merci. Bon. Je disais tantôt que quand on a fini l'autre étape là, monsieur, ce qu'on a fait, c'est que on a cliqué sur Apply avant d'appuyer sur OK. Donc, on clique sur Apply avant d'appuyer sur OK. Quand on fait cela, ça marche. Une fois cela terminé, on clique encore sur Tools. On vient là, quand on clique sur Tools, on part à Global Option. Une fois Global Option sélectionné, on revient là au niveau de Appearance. Et là,
dans Appearance, on voit ici éditeur thème. On choisit parmi ces thèmes, c'est là le thème qui nous convient le mieux, c'est-à-dire le thème qui ne va pas nous faire mal, par exemple, aux yeux. Donc, quand on fait cela, on appuie sur Apply. Et quand on appuie directement sur Apply, vous voyez comment ça change. Donc, quand on appuie sur Apply, ça change. Une fois qu'on a appuyé sur Apply et que ça a changé, on revient maintenant dans... on revient dans General. Vous êtes avec moi? Hein? Bon, une fois sur General, on revient ici là. On décoche. Bon, je pense que la case ici doit être cochée chez vous, vu que vous avez utilisé les paramètres par défaut. Vous décochez cette case. Et ici à côté, on dit Save Workspace to Air Data, .air data on exit. Là, c'est écrit Axe. Vous appuyez juste là au niveau de cette flèche et vous choisissez Never. Quand vous cliquez sur Never, vous venez là, vous appuyez sur Apply. Tout simplement. Quand vous appuyez sur Apply, c'est déjà bon. Bon, on revient là au niveau du... Pas console, pas... Bon, ce sera, on va juste venir là en bas, on va appuyer sur Apply et on va appuyer sur OK. Ce sera bon pour, le paramétrage de l'environnement. Ce sera bon pour le paramétrage de l'environnement pour aujourd'hui parce que durant des formations, il y aura des choses qu'on pourrait ajouter au fur et à mesure. Bon, là, c'est en ce qui concerne R et RStudio. Maintenant, on va entrer en profondeur en ce qui concerne vraiment l'outil moderne que nous avons sollicité pour cette formation, qui est Quarto. Mais avant d'arriver à Quarto, est-ce qu'on peut se permettre de ne même pas connaître comment on affecte une variable en R et rentrer directement dans Quarto? Non. Raison pour laquelle on va un peu montrer quelques syntaxes basiques. Comment est-ce qu'on fait une affectation de variables? Comment est-ce qu'on fait des additions, des soustractions, des multiplications, ainsi de suite. Donc, pour cela, on revient à ce niveau-ci là. C'est-à-dire dans l'onglet source, on tape par exemple que quoi? A, et on affecte notre variable. Bon, c'est au niveau de la console, s'il vous plaît. Vous venez là au niveau de la console, vous tapez par exemple A et vous affectez. Bon, voici le symbole pour dire affectation de variable en R. Donc, ça, c'est le symbole idéal pour dire affectation de variable en R. Ça, c'est le symbole idéal pour dire affectation de variable en R. On peut aussi écrire quoi? A égale 1, par exemple. Et là, on met A, tout simplement, et ça nous génère quoi? Le résultat. Mais la deuxième méthode, là n'est même pas un peu conseillée. Donc, n'essayez même pas d'utiliser cette deuxième méthode. Ce n'est pas conseillé parce que lorsque vous serez dans des projets un peu complexes, ça va vous caler au cou. Ça va vous caler au cou. Donc, pour affecter une variable en R, c'est quoi? Inférieur avec un signe, avec un tiret de 6 devant. Et pour faire cela, pour affecter une variable, par exemple, je mets quoi? Je mets A. Quand je mets A, pour affecter cette variable, c'est-à-dire mettre le symbole inférieur s'il avec le tiret de 6, ce qu'on fait, c'est qu'on appuie sur Alt 6 sur notre machine. Bon, essayez un peu avant qu'on avance.
S'il vous plaît, essayons et avançons un peu plus vite. On a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. Modérateur, par suggestion, s'il vous plaît, serait-il possible de faire un enregistrement ou bien une vidéo de ce que nous sommes en train de faire ce soir-là? Oui, la séance est enregistrée. La séance est enregistrée. Ok, magnifique, merci. D'accord. Merci. Bon, oui. Déjà, la phase précédente là ne s'affichait pas chez moi. J'ai juste vu comment on affichait la variable, comment est-ce qu'on passait la variable directement. Et là, je ne sais pas comment on arrive à ce niveau. Vous voyez mon écran? Hein? Là, je vois. En fait, à ce niveau, comment est-ce qu'on est arrivé à ce niveau? Vous ne savez pas comment on a fait pour arriver à ce niveau? On est directement passé et du coup, je ne sais pas si c'est un problème de connexion à mon niveau. Vous parlez de tout ceci? Oui, en fait. Voilà. Bon, c'est que dans l'onglet console ici à côté, vous venez juste là. Par exemple, je veux choisir quoi? Je veux affecter la valeur 1 à la variable A. Modérateur, excusez-moi de vous couper la parole. Justement, quand je disais qu'on passe l'enregistrement de l'appel, c'était pour éviter tous ces désagréments-là, parce que je sais que c'est un peu désagréable de vous couper à chaque moment et de revenir en arrière. Donc, je pense qu'avec la vidéo et l'enregistrement et les petites explications que vous donnez, au cours de la journée, chacun pourra se mettre à jour pour que demain soir, nous puissions continuer ensemble. Je pense que si on progresse ainsi chaque jour, ça pourra aller un peu plus vite. Merci. C'est une suggestion. D'accord, Francis, j'ai compris. Merci.
Bonsoir. Nous ne vous entendons plus. Bon, je disais tantôt que si on prend la variable A, à laquelle on va affecter la valeur, par exemple, 2 ou 3 ou n'importe quelle valeur. Je prends par exemple quoi? Une variable, bon, ne restons pas seulement sur A, mettons par exemple C, par exemple, qui va prendre la valeur, c'est-à-dire qu'on affecte la valeur, par exemple, 50 à C. Pour l'affectation d'une variable, on appuie sur quoi? Sur Alt 6 pour faire l'affectation. Ce symbole, cela veut dire affectation de variable. Affectation de variable. C'est-à-dire que le C, cela va prendre maintenant cette valeur-là. Donc, on va mettre par exemple 50. Quand on met 50, on appuie juste sur Entrée. Quand on appuie sur Entrée, vu que C a stocké en mémoire la valeur 50, il faut qu'on appelle C pour que ça donne maintenant sa propre valeur. Donc, on a qu'à appuyer sur C. Et là, on obtient quoi? La valeur 50. Et on se rend compte que quoi? Que ce qui est écrit dans la console se retrouve également dans notre environnement. Vous voyez bien mon écran, non? Ça se retrouve à ce niveau. Au niveau du... Ça se retrouve au niveau de l'environnement. C'est bon chez tout le monde? Oui, c'est bon. Bon. Vous ne voyez pas l'écran, hein? C'est bon. Ceux qui ne voient pas mon écran, là, c'est un problème de connexion chez vous. Non, je pense que c'est bon. D'accord. Une fois ceci terminé, on va maintenant essayer de faire quelques opérations parce que cela va vous aider, que ce soit lorsqu'on sera en train de faire de l'analyse de données ou bien lorsque vous serez en train de faire autre chose avec le logiciel. Par exemple, là, on a appelé la variable A et la variable B. On va appeler la variable C autant pour moi. On va maintenant appeler une variable B qui va à la variable B à laquelle on va affecter maintenant une autre variable qui sera par exemple quoi? A moins C, par exemple. On appuie sur Entrée et on tape juste B. On voit le résultat. Ça donne moins 48, c'est-à-dire quoi? 2 moins 50, ça donne quoi? 48. Donc, ça, c'est les opérations qu'on peut faire vraiment à l'intérieur. Si tu as par exemple la variable T, j'affecte, c'est-à-dire quoi? Alt 6, et je mets quoi? Par exemple, B, ou bien, disons, C divisé par B, par exemple, je mets là B, et on voit le résultat. Donc, ça, c'est les différentes façons de faire des opérations, vu que cela va vous aider. Lorsque on sera même en train de travailler sur un vrai projet, cela va nous aider. Maintenant, si on veut passer peut-être à la multiplication ou bien à ciel, comment faire cela? On tape par exemple la variable E, on appuie sur Alt 6 et on met que E, par exemple, est égal à B multiplié par C. On tape E. Et si on veut par exemple voir comment, par exemple F, à laquelle on affecte, je veux dire quoi, B, bon, F, à laquelle on affecte B, donc on obtient toujours quoi? Un résultat, B au carré. Donc ça, c'est à peu près comme ça que ça se passe dans la réalité. B puissance B. Donc ça, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce n'est pas vraiment ce sur quoi on doit s'attarder
sur Quarto. Donc, si vous avez compris vraiment l'interface, comment est-ce qu'on paramètre l'interface, comment est-ce que la console se présente, comment est-ce que ceci se présente, comment ceci se présente, ce que c'est déjà un truc intéressant. Donc, pour des autres parties, on va l'explorer au fur et à mesure. Bon, nous allons maintenant parler de cet outil moderne qui est Quarto. Bon, Quarto, comme c'est écrit ici, est un système et technique open source développé par POSIT. Il permet de créer du contenu dynamique combinant narration dans plusieurs formats de sortie. Ça, c'est vraiment une révolution, je vous assure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on travaille, par exemple, sur Quarto, ce qui se passe, c'est que quoi? C'est qu'on peut combiner du code. On peut combiner quoi? Du texte. On peut combiner quoi? Du résultat. On peut combiner quoi? Des graphiques. Et à la fin, on peut générer beaucoup de choses. À la fin, on pourra générer un HTML, un PDF, un Word, des présentations, des sites web, des livres. Je vous assure qu'il y a des livres qui ont été développés vraiment avec Quarto. Et j'ai même assisté à une formation sur Quarto où quelqu'un a carrément rédigé un article scientifique avec Quarto en intégrant exactement tout ce qu'on intègre dans un article scientifique, c'est-à-dire tout ce qui concerne la table de matière, les revues de littérature. Il a tout fait cela avec Quarto. Même en utilisant Zotero directement dans RStudio à travers Quarto, cela est possible. Donc, on utilise vraiment cet outil-là pour faire beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Et ce qui fait vraiment je veux dire quoi? L'efficacité de cet outil, c'est sa reproductibilité. Donc, quand on utilise Quarto, je peux par exemple travailler sur un projet. Quelques années plus tard, quelqu'un veut travailler, quelqu'un veut voir ce que j'ai fait. Ce que j'ai à faire, c'est que je ne peux pas lui donner exactement le même data frame. Bon, s'agissant de data frame, on va pas en parler de cela demain. Le même data frame que j'ai utilisé pour faire les analyses, pour qu'il puisse commencer de zéro, se mettre à coder de A à Z, non. Avec Quarto, cela devient facile. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai organisé mon travail, par exemple sous forme de projet, ce qui se passe, c'est que une fois que j'ai organisé cela sous forme de projet, j'ai fait telle partie dans un document. Par exemple, je l'ai rendu sous forme de fichier Quarto bien R Markdown, par exemple. Bon, j'ai monté tout cela dans un projet. J'ai sauvegardé dans ma machine. Quelques années plus tard, sachant que Quarto permet de générer du texte, du code, des résultats, ainsi que des graphiques et autres choses. Ce que j'ai à faire, c'est l'envoyer juste le projet que j'avais réalisé. Et là, il n'aura qu'à regarder l'ensemble des étapes que j'ai effectuées et comprendre exactement de quoi le projet était vraiment question. Donc, c'est ça vraiment qui fait la différence. C'est ça qui fait vraiment la force de Quarto. Je vous assure. Quarto est vraiment l'outil moderne qu'on utilise de nos jours. Donc, les caractéristiques principales de Quarto, on a dit que c'est un support multi-langage. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans RStudio, par exemple, je peux exécuter du code de quoi? R, je peux exécuter du code Python, je peux exécuter du code Julia, je peux exécuter du code Observable.js qui est juste, je peux dire quoi? Du JavaScript en fait. Donc, Quarto permet d'avoir plusieurs formats de sortie très variés, tels que le HTML, le PDF, le Word, les présentations, les sites web, et ça permet également de générer des livres. Quarto est basé sur une syntaxe Markdown bien étendue. Bien étendue. Donc, comme caractéristique de Quarto, on a quoi? La reproductibilité, la transparence, la documentation et le partage. Bon, pour le partage, on ne va pas faire cela je veux dire quoi, durant cette formation. On va juste rester au niveau des trois premiers.
Bon, ça montre à peu près la différence entre Quarto et R Markdown. Sans toutefois tarder, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire, on va montrer comment est-ce qu'on peut faire beaucoup de choses avec Quarto. Pour cela, on rentre dans RStudio. Vous voyez mon écran? On rentre dans RStudio. Une fois dans RStudio, on clique au niveau de fil. Quand on clique au niveau de fil, on voit quoi? On voit New Fil ici. À côté de New Fil, on voit quoi? Add Script, Quarto Document, Quarto Presentation, Add Markdown, Add Notebook, Shiny Web pour les applications web, Plumber API, C-Fil pour développer des applications de type en utilisant le langage C, C++, Rider, ainsi de suite. Donc, voilà toute une panoplie de choses qu'on peut réaliser avec Quarto. Mais pour ce qui nous intéresse, avec RStudio, autant pour moi, mais pour ce qui nous intéresse, on va travailler avec l'outil moderne qu'on appelle Quarto. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'on va rentrer à ce niveau et créer ce qu'on appelle un Quarto document. Donc, on revient là, on clique à ce niveau-ci, au niveau de Quarto document. On clique là au niveau de Quarto document. C'est bon chez tout le monde? Ok, bon, comme vous ne répondez pas, ça va. Bon, quand on clique sur Quarto Document, voici ce qui se présente. On voit quoi? New Quarto Document. Ici, on voit quoi? Document, Presentation, Interactive. Donc, on va travailler sur Document. Donc, quand on clique sur Document, voici ce qui se présente. On a un title, un author, et on a des formats de sortie sous forme de quoi? HTML, PDF, Word, et on a vraiment l'engin sur lequel notre Quarto tourne qui est Canit. Bon, on va utiliser l'éditeur visuel. Par défaut, c'est vraiment l'éditeur qu'on utilise. Bon, à côté, on voit quoi? Des présentations. Donc, juste en bas du document, on voit quoi? Présentation. Toujours la même chose, on voit title en auteur. On peut avoir quoi? Une présentation vraiment dynamique. Donc, en utilisant ce qu'on a appelé quoi? Le Reveal.js, par exemple, qui est vraiment une présentation d'un document sous forme HTML. On peut avoir quoi? Beamer. Donc, Beamer, c'est vraiment utilisé pour faire des présentations sous forme de PDF. On a PowerPoint qui est également utilisé. Donc, vous voyez vraiment l'avantage d'utiliser cet outil moderne qui est Quarto. Donc, à côté, on voit aussi quoi? L'interactivité. Donc, cette interactivité, s'il est utilisée pour créer beaucoup plus ce qu'on appelle des applications. Bon, parlant des applications, on peut utiliser quoi? Shiny, par exemple, pour créer des applications interactives. On peut utiliser Observable.js pour créer des applications interactives qui se basent beaucoup plus sur le JavaScript. Bon, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est Quarto Document. Donc, on rentre là au niveau de Document. Une fois sur Document, on voit ici quoi? Title. Au niveau de Title, nous allons mettre un titre. Bon, nous allons mettre quoi? Bon, mettons formation. Jour 1. Au niveau de l'auteur, je mets par exemple quoi? Je mets le nom de notre groupe qui est DS Summit. Et là, je laisse par exemple le HTML. Quand je laisse le HTML, je viens juste ici en bas, je clique sur Create. Quand je clique sur Create, voici ce qui se passe. Vous voyez ce qui s'affiche? Vous voyez ce qui s'affiche? S'il vous plaît, répondez. Ça doit être interactif.
Oui, c'est bon, c'est bon. Oui, Ok. c'est bon, c'est tout affiché. Et on voit. Bon. Donc, Oui, c'est bon. d'accord. Une fois ceci fait, ici, on a ce qu'on appelle quoi? Un éditeur qui est quoi? L'éditeur visuel. On a quoi? L'onglet source ici. Et on a visual à ce niveau. Bon, commençons d'abord par expliquer ce que fait réellement l'onglet source. Donc, l'onglet source te permet de voir exactement comment le code est écrit. Ça, c'est vraiment ce qui fait la force de l'onglet source. Et l'onglet visual, par exemple, te permet de voir à peu près comment cela sera présenté dans un autre navigateur, dans un navigateur, par exemple. C'est à peu près comme ça que ça va se passer. Bon, on va cliquer sur l'onglet source. Une fois cliqué sur l'onglet source, on va d'abord détailler ce que cela veut dire. Cette partie-ci, là, cette partie-ci, cette première partie-ci, donc de 1 à 6. Vous voyez bien, de 1 à 6. On voit quoi? On voit ce qu'on a appelé le YAM, c'est-à-dire quoi? L'entête de notre document. C'est ça, l'entête de notre document. Cette entête-là est constituée de quoi? Cette entête-là est constituée de ce que on a d'abord paramétré quelque part, le document qu'on venait de créer. On a mis quoi? Un title qui est écrit quoi? Formation, jour 1. On a mis l'auteur qui est quoi? DS, Samy. On a mis un format de sortie qui est quoi? HTML. On a mis un éditeur qui était quoi? Visual. À côté de cela maintenant, on voit quoi? On voit Quarto. Mais à côté de Quarto, on voit 2 dièses. Pour écrire ce qu'on appelle du Markdown, par exemple, quand on voit un dièse, ça correspond à, quand on voit les dièses, ça correspond à des titres de niveau. Titres de niveau. Donc, comme si on écrivait un grand 1 quand on est dans Word. Donc, ça correspond à ça, un grand dièse. Donc, un grand dièse de titre de niveau 1, 2 dièses de titre de niveau 2, 3 dièses de titre de niveau 3, 4 dièses de titre de niveau 4, ainsi de suite. Donc, ça, c'est vraiment la force de Quarto. On écrit du Markdown. À côté de cela, vous voyez du texte qui est écrit ici. Vous voyez du texte. Donc, je peux venir là. J'ajoute quelque chose. J'ajoute, par exemple, bon, je dirais général. Par exemple, je peux venir là, j'ajoute ceci. Mais, pour mieux écrire du Markdown, une fois qu'on a défini nos titres, ces titres-là, on a ajouté quoi? Du texte. Ça, c'est du texte. On a ajouté du texte. Donc, ça, c'est pour vous montrer que on peut rédiger avec Quarto. On a ajouté du texte. Maintenant, comment faire pour mettre maintenant certains mots en gras, d'autres en italique, d'autres en gras et en italique? Voyons ce qui va se passer. Pour mettre un texte en gras, il y a ce qu'on appelle les astérisques, c'est-à-dire des étoiles. Donc, on met juste là 2 astérisques de part et d'autre du mot. Vous voyez, là, ça a mis en rouge. Là, on a mis le texte en gras. Pour mettre, par exemple, un texte en italique, on met juste un dièse, un étoile autant pour moi, de part et d'autre du mot ou bien de la phrase. Si je viens, par exemple, ici, je viens là, je mets un étoile. Je viens là, je mets la même chose. Vous voyez, ce texte-ci là sera automatiquement en italique. Pour mettre un texte en gras, et en italique, ce que je fais, c'est que je vais faire une combinaison de 2 dièses plus 1 dièse qui va faire 3, c'est-à-dire gras plus italique qui va faire gras plus italique. Donc, ça va faire quoi? 3 étoiles d'un côté et 3 étoiles de l'autre côté, que ce soit du texte ou bien du mot. Donc, on va mettre ici 3 étoiles. Et on va mettre ici quoi? 3 étoiles. Donc, ça, c'est du Markdown. Donc, aujourd'hui, vous avez vu comment on met des titres de niveau 1, titres de niveau 2. Comment est-ce qu'on met un texte ou bien un mot en gras, en italique, en gras et en italique. Ça correspond à un lien.
Donc, ça, c'est un lien. Comment mettre un lien sur Quarto. Ici, là en bas, on voit quoi? Running code. Au niveau de running code, on voit quoi? Du texte. Maintenant, à côté de ce texte-ci, là, vous voyez bien ici, render. Render, c'est écrit en comment? En gras, parce qu'on a 2 étoiles de part et d'autre du mot. Et à côté de cela, on voit maintenant ce qu'on va appeler un bloc de code. Ça correspond à ce qu'on a appelé le bloc de code. Ce bloc de code, on l'appelle un chunk. En bon français, on l'appelle un chunk. On va vous montrer comment on fait cela. Donc ça, c'est juste pour vous présenter l'interface. Bon, ici, on voit quoi? On voit you can add option to executable code link this. Bon, ici, on voit quoi? On voit notre bloc de code. Et à côté de ce bloc de code, il y a un message qui est écrit plus haut. C'est quoi? Un dièse et une barre. Et à côté de cela, on a echo 2.false. On va expliquer tout cela. Et en bas, on met quoi? The echo 2.false. Option disable the printing of code. Only output is displayed. Bon, ça ne nous intéresse pas trop. Pour ce qui fait vraiment la différence de Quarto, nous allons la voir maintenant. Bon, on rentre juste ici. Au niveau de running code, on a dit quoi? When you click the render button, if a document will be generated that include both content and the output of embed code. You can embed code like this. Donc, on va appuyer sur le bouton render et ça va nous générer quoi? Ça va nous générer un document. Donc, voici le bouton render ici, là. Voici le bouton render. On appuie juste là sur render et on patiente. Là, quand on appuie sur render, ça nous renvoie à ceci. Donc, on met juste un nom. On met, par exemple, jour 1. On save. Quand on save, vous voyez, juste ici à côté au niveau de la console, ça commence déjà à charger. Là, ça commence à charger. Donc, d'ici quelques minutes, ça va nous générer ce dont on a besoin. Donc, c'est un problème de connexion. Patientons. Bon, en attendant, est-ce que c'est bon pour tout le monde? C'est le bouton render là qui nous a échappé. Voici le bouton render ici. Vous voyez le curseur? Vous voyez le curseur, monsieur? Voilà le bouton render. Vous appuyez juste là. Voilà. La personne qui range. OK. Vous avez vu ce qui s'est passé? S'il vous plaît, répondez en avance. Vous avez vu ce qui s'est passé? Oui, on voit une nouvelle page. Vous voyez, quand j'appuie sur le bouton render, donc, je veux dire quoi? Quarto se charge de générer quelque chose de ce genre. Ça, c'est je veux dire quoi? Ça, c'est un rapport, un document HTML que Quarto a généré. Donc, vous voyez là, il y a quoi? Le titre, qui est quoi? Formation jour 1. Il y a l'auteur, qui est quoi? Samy. Il y a quoi? Le nom de notre document, qui est Quarto. Le titre de niveau 2. Vous voyez comment ça se présente? Non, on dirait un document Word tout fait. Donc, ici, on a Quarto. Ici, on a notre texte. Là, on a dit là-bas que Quarto aussi, que voici, il va être quoi?
En gras, on a mis deux dièses, deux étoiles de part et d'autre. Regardez comment ça se présente en noir. Ça veut dire que ceci correspond au gras. Ici, maintenant, le texte qui suivait. Le texte qui suivait, on a mis quoi? Une étoile de part et d'autre de la phrase. Donc, vous voyez, voici ça. Une étoile. Et on se rend compte que cela est comment? Cela est vraiment en italique. Cela est vraiment en italique. À côté de cela, on voit maintenant ce texte-ci là. To learn more about Quarto C. Donc, on a mis quoi? 3 étoiles de part et d'autre de la phrase. Et on se rend compte que quoi? Et on se rend compte que cela est vraiment en gras et en italique. Donc, voici le gras et l'italique en même temps. Voici ça ici. Et ici, on a quoi? On a le lien le lien du site officiel de Quarto. Donc, ici en bas, on a le texte qu'on a ajouté qui était General. Maintenant, au niveau de Running Code, qui était aussi un titre de niveau 2. Titre de niveau 2, j'ai parlé de 2 dièses. Voici ça. Titre de niveau 2. Voici ça. Voici comment ça se présente. Donc, voici comment ça se présente. Et là, on avait Rend qui était en gras. Ici, au niveau de code, là où je vous ai parlé de chunk, vous voyez bien qu'on a un résultat. C'est-à-dire qu'on fait 1 plus 1, il y a le résultat qui est quoi? 2. On dit, you can add option to executable code like this. Maintenant, on voit ce résultat-là, mais il n'y a pas, le code n'a pas été. Donc, on a fait comment? On a fait à ce que quoi? Que le code ne se présente pas en sortie. Vous voyez un peu, non? Donc, on a fait à ce que le code ne se présente pas en sortie. Raison pour laquelle on a juste quoi? Le résultat. Cela est dû à l'option quoi? Cela est dû à cette option. Le dièse ici, avec la barre echo 2.false. Donc, echo 2.false permet à ce que le code n'apparaît pas. Il veut dire quoi? Le code n'apparaît pas. Si on vient par exemple là, on met echo 2. On met true. Et là, on relance notre render. On passe en juste quelques minutes, ça charge. En train de charger. Vous voyez, là, c'est en train de charger. C'est bon chez tout le monde? Oui. Regardons maintenant. Vous voyez que le code ici là est apparu, non? Le code est apparu. Or, quand on a mis echo 2.false, il n'y avait pas de code. Ça montrait juste quoi? Le résultat en sortie, mais pas le code. Donc, ça, c'est vraiment ce qui fait la force de Quarto. C'est-à-dire, on peut bloquer, on peut empêcher le code de se présenter dans notre document que nous, on veut, que ce soit HTML, PDF ou bien Word, bien des présentations. On peut empêcher cela de se présenter. On affiche juste quoi? Le résultat. Et s'il vous plaît, monsieur, ici chez moi, quand j'exécute Sirène de la fin, c'est comme chez vous. Bon, je pense qu'on va évoluer. Bon. Monsieur, chez moi, pour ce qui concerne il y a une question, s'il vous plaît. Oui, chez moi, j'ai l'erreur. J'ai une erreur du message qui m'affiche. Il dit que je n'ai pas le package renommé erreur Markdown. Après avoir relancé Render. Oui, si vous n'avez pas le package nommé R Markdown, bon, ce qu'on va faire, c'est que juste en haut là, regardez bien,
il y aura quelque chose comme un message d'alerte juste en haut. Quelque part, vous voyez mon écran, non? Regardez bien mon écran. Oui. 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 Il y aura quelque chose ici en haut que installe Air Markdown. Il y aura quelque chose ici en haut. Chez vous, chez moi, ça ne se présente pas. Oui, je vois. Ok. Oui, je vois. Appuyez Oui, sur je vois. Install. Oui, appuyez sur Install. Ok, je clique là-bas et ça s'installe automatiquement. Oui, appuyez juste sur Install. Ok. Vous avez cliqué, non? Ok, merci. Bon, patientez. Oui. Il y a quelque chose qui est en train de tourner, non, au niveau de la console. Oui, oui, merci. Ok, patientez pour que tout ce qui tourne au niveau de la console là, puisse bien tourner et pour que, regardez bien mon écran, et pour que vous voyez un symbole comme ceci là apparaître à la fin. Donc, quand le symbole ci va apparaître, ce sera bon. Ok, merci. D'accord. Ok, Je merci. vous en prie. Merci. D'accord, monsieur. Oui. C'est bon chez tout le monde. On peut continuer. Non, non, monsieur. Ok, exposez alors votre problème pour qu'on puisse résoudre et avancer. Oui, j'ai le même problème que monsieur qui vient d'intervenir là. Mais je ne vois pas où je peux télécharger dans ce que vous avez dit là. C'est ce que je viens d'expliquer, non, monsieur. Ce que j'ai dit, c'est que, ok, bon, laissons, avançons. Vous voyez mon écran, non? Oui. Ok. On vous a demandé d'installer Air Markdown, c'est ça? Non, justement, je ne vois pas où on me demande d'installer Air Markdown. Si on ne vous demande pas d'installer Air Markdown, vous avez appuyé sur Render. Oui. Quand vous avez appuyé sur Render, qu'est-ce qui s'est passé? Sur la console, ça écrit error in load namespace. Erreur? Error in load namespace, non c'è alcun pacetto. Pardon, parlez un peu plus fort, on ne vous écoute pas. Je dis que ça met exécution interrompue. Exécution interrompue. C'est la connexion. Ah, d'accord. C'est bon chez tout le monde? Bon, on va avancer. Bon, une fois qu'on a fait ceci, on va essayer de faire vraiment quelque chose d'intéressant. On va juste venir là, cliquer, et là, on va faire quelque chose de très intéressant. On va créer un titre de niveau 2. Vous créez un titre de niveau 2. Vous mettez juste une dièse. Vous mettez juste 2 dièses. Vous mettez par exemple différence entre quarto et R Markdown, par exemple. Bon, quand on met différence entre quarto et R, Markdown, ce qu'on va faire, c'est que quoi? C'est que on va montrer, on va montrer comment est-ce qu'on peut générer quoi, un tableau avec quarto. Donc, on crée quoi? Un tableau. Et à l'intérieur de ce tableau-là, on va mettre quoi? Des différences entre quarto, R Markdown, et ainsi de suite. Bon, ce qu'on va faire, c'est que quoi? C'est qu'on va venir ici, là, au niveau du... Bon, c'est pas ce niveau. C'est pas ce niveau.
Connectez-moi une vidéo. La wifi, qu'est-ce que c'est ça? C'est génial. Ah, pas vite. Ici, on vous écoute.
S'il vous plaît, je ne sais pas ce qui se passe là, mais on vous entend. Donc, à ce niveau, c'est la différence entre toi et une table, un salon. Donc, bien à ce niveau, une table se fait une table. Donc, la petite lettre, je mets quoi, insecte. Après, je mets insecte. Ça me demande de l'éliminer, non? Donc, je vous sélectionne. J'appuie là, c'est fait. Donc, une fois que j'ai sélectionné la table, je modifie. Je fais dans le texte là. Et là, maintenant, les éléments. Quand j'ai mis, par exemple, le bouton 22. Donc, le bouton 22 était disponible derrière ma carte disponible. Donc, c'est l'importation de l'image. Donc, l'importation de l'image dans la gamme. Tandis que derrière ma gamme, donc, il y a aussi quoi? Donc, là, à peu près, il se passe. Il y a aussi le bouton visuel. Le bouton visuel est disponible derrière ma gamme. Il est disponible à ce niveau. Ici, le moteur. Ici, là, ça fonctionnait beaucoup plus avec KNR. Ici, là, ça fonctionne avec. Ici, ça fonctionne avec. Ici, ça fonctionne avec. Bon, KNR. Ça fonctionne avec KNR, ça fonctionne avec le verbe yes. Donc, il y a à peu près ça, donc on est complété au fil et à mesure. Donc, ça, c'est vraiment pour montrer comment, en réalité, un tableau directement à partir de Quarto. Bon, là, c'est vous montrer comment est-ce qu'on peut générer un document avec Quarto. Donc, on appuie sur la Render. On appuie sur Render, ça charge. Bon, ça me sonne pour vous. Tout ça. 80%. En attendant que cela s'affiche. On va parler maintenant du projet. Comment maintenant travailler dans un projet parce que voilà, c'est un truc qui est extrêmement très intéressant parce qu'à l'intérieur, il y aura votre code R, l'ensemble des fichiers. On va développer. Et à côté de ces fichiers-là, on aura
y a beaucoup de fichiers, on va voir. On aura vraiment un fichier structuré, mais pas peut-être beaucoup de temps. Un seul document. Avec tout là, pour le partager. C'est beaucoup de choses sur le donc c'est vraiment, on organise pour amener un seul projet. C'est le politique, mais avec les donc c'est vraiment la différence. On a un fichier qui est général. Alors, on va l'image, c'est affiché directement ici. On va l'image, c'est affiché. Parce qu'on est là, par exemple, on peut faire un mais donc ça s'affiche. Donc c'est vraiment quoi vraiment une révolution. Donc c'est pas ça. C'est dans une rédiger des choses. Autrefois, par exemple, et que vous travaillez par exemple une analyse de vous faites l'analyse de mouvement. Vous dites par le fichier, c'est là. Le fichier, voilà. Donc vous pouvez travailler dessus avant. On s'en va dans la catégorie. On va comprendre exactement le déployer. Donc je pense qu'on va parler de la dernière chose, on peut le dire, il s'agit de créer un projet. On va montrer comment. Oui, j'aimerais savoir comment vous avez généré le tableau. Le tableau. Dans quel milieu êtes-vous entré pour insérer le tableau dans l'environnement? On est la table ici. Là, ça a été fait chaque table. Et là, vous pouvez insérer les tables.
S'il vous plaît, le cours a-t-il achevé? Ok, je vous remercie vraiment pour cette première journée, malgré les difficultés de connexion et le retard du début. Et nous attendons encore plus nombreux demain et avec le même engouement. On passe une bonne nuit, à demain. Merci, merci, merci. Merci et beaucoup de courage à vous. Grand merci et bonne nuit à vous. Grand merci pour tout. On a beaucoup appris. Grand merci.